Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous. Je fais une petite validation. On a déjà plusieurs personnes qui ont joint le webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que oui, vous nous voyez bien. Donc, bienvenue. Mon nom est Anne-Marie Braconnier. Je vais jouer le rôle de présentateur et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Madame Joanne Auger. Elle est associée responsable du secteur des marques de commerce chez BCF. Joanne Auger accompagne les entreprises de toute taille dans le développement et la gestion de portefeuilles de marques nationaux et internationaux. Forte d'une expérience de plus de 20 ans en stratégie de protection de marques de commerce, elle conseille des startups, des PME et des grandes entreprises œuvrant tant dans des industries technologiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, touristiques, culturelles que des finances, fabrication, textile ou vente au détail. Elle pilote également l'équipe stratégique web de BCF qui conseille les entreprises sur tous les aspects juridiques liés à leur présence sur Internet et j'imagine plus globalement aux stratégies numériques. Tout à fait. Notre webinaire d'aujourd'hui porte évidemment sur les marques de commerce et évidemment, avant d'exporter, valider vos marques de commerce et comment protéger vos actifs. Avant de penser à exporter, avez-vous réfléchi à votre stratégie de protection de vos marques de commerce? Et dans le contexte évolutif d'aujourd'hui, il faut savoir maîtriser trucs et astuces, évidemment, en matière de stratégie de protection de marque, afin de bien orienter son plan d'affaires et couvrir tous les aspects de protection, que ce soit au niveau du commerce électronique ou en matière de réglementation internationale. Donc, je me tais et je laisse parler notre invité d'aujourd'hui dans quelques secondes. Simplement vous mentionner qu'il y aura une période de questions à la toute fin. Par contre, on vous invite tout au long de la présentation à nous faire part de vos questions sur votre tableau de bord de notre outil de webinaire. Vous avez vous avez une main levée si vous avez un problème et vous avez un point d'interrogation pour les questions. Alors, n'hésitez pas en cours de présentation à nous faire signe pour des questions et Joanne répondra à la fin donc à tout ça. Sans plus tarder, Joanne, à toi. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous d'être là sous ce beau soleil estival. Écoutez, BCF, on se considère des entrepreneurs dans l'âme et ça nous fait plaisir d'accompagner les entrepreneurs et aujourd'hui, on parle beaucoup d'exportation avec l'accord économique global avec l'Union européenne notamment. Il y a plusieurs opportunités, évidemment, nos voisins du Sud, quoique effectivement, mais tout ça pour dire que quand on a des projets pour l'étranger, il faut se poser des questions en marque de commerce, puis on va essayer de faire un survol là-dessus aujourd'hui. Évidemment, c'est un survol et n'hésitez pas par la suite à me poser vos questions. Alors, Joanne, on va passer à la présentation. Alors, à tous les gens qui sont présents, alors laissez-nous une seconde, ça va apparaître sur vos écrans. Donc, on l'a dit, avant d'exporter, il faut valider les marques de commerce et protéger les actifs. Et c'est dans cette veine-là aujourd'hui qu'on va aborder la présentation. Une marque de commerce, est-ce que ça a de la valeur? Oui, puisque c'est un actif pour l'entreprise. C'est un actif intangible, c'est un droit de propriété dont vous pouvez vous servir pour obtenir du financement, pour accorder une licence et obtenir des revenus de royauté, pour vendre la marque de commerce ou en acquérir de quelqu'un d'autre, pour obtenir pour mettre en place des franchises, par exemple. Alors, c'est vraiment un outil de pénétration et de protection de marché important et il vaut mieux la protéger pour mieux la valoriser. Et c'est dans cette optique-là que j'aime aborder les marques de commerce, non pas dans une optique d'outils juridiques comme tel, c'en est un, mais voyons-le plutôt comme de la création et de la valorisation d'actifs. Alors, qu'est-ce qu'une marque de commerce? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va d'abord définir ce que c'est. La marque de commerce, ça remonte à loin. Ça remonte à
du temps où on avait du bétail à vendre et comment on pouvait dire mon bétail est meilleur que le tien, ben, il fallait le marquer. Et c'est un peu l'origine. Bon, il y a différentes écoles de pensée, mais essentiellement, c'est l'origine à retenir parce que ça sert à distinguer. Hein? Vous apposez un sceau sur vos produits, mais aussi sur vos services. Et j'insiste sur service parce que souvent, les gens pensent que la marque, c'est réservé aux grands produits de masse. Mais c'est aussi beaucoup pour les services. Et beaucoup des problèmes qui se retrouvent malheureusement sur nos bureaux sont des entreprises de services qui n'ont pas nécessairement pensé à protéger leur marque de commerce. Alors, je l'ai dit, c'est un saut de qualité. Comment on va se retrouver sur le marché, comment les gens vont nous chercher, c'est généralement avec un nom. Et c'est ce nom-là qui doit être unique, qui doit indiquer la source des produits, la source des services. Et c'est donc votre marque de commerce. Vous aurez compris que la plupart des entreprises ont une marque de commerce puisqu'elles veulent se faire connaître sur le marché pour leurs produits et leurs services. Alors, quelques exemples. Qu'on parle de marque enregistrée ou pas, et je reviendrai tout à l'heure sur, évidemment, les avantages de l'enregistrement, mais allez aussi comprendre que vous avez déjà une marque de commerce, probablement du fait que vous êtes sur le marché avec un nom et qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'être enregistrée. Alors, une marque de commerce, ça peut être un nom, ça peut être House of Barbecue Experts, par exemple, ça peut être un logo, le logo d'Innocentre, par exemple. Ça peut être un slogan et ça peut être, moins fréquent, la couleur apposée à quelque chose. Hein. On rêve toutes, les femmes, d'avoir des loups-boutins avec la semelle rouge, n'est-ce pas, Marie? Bien sûr. Et aussi, on peut penser à la tablette Toblerone. L'emballage et la tablette elle-même sont des marques de commerce, des catégories particulières, mais ce sont des marques de commerce, ou la bouteille de Perrier, pour ne nommer que celle-là. Joanne, en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'au niveau de la couleur et au niveau même de la forme, il y a des enregistrements qui sont possibles. Absolument, absolument. Maintenant, j'aime vous donner tout de suite des petits trucs à utiliser et pour lesquels vous n'avez même pas besoin de consulter des juristes. Alors, c'en est un à retenir aujourd'hui. L'utilisation des symboles. Que ayez une marque enregistrée ou non enregistrée, vous pouvez toujours utiliser le MC. MC pour marque de commerce ou son équivalent en anglais TM pour trademark, qui est toujours adéquat, que ce soit pour des marques enregistrées, en instance d'enregistrement, que ce soit des marques que vous utilisez sans les avoir enregistrées, c'est toujours adéquat, il n'y aura jamais d'erreur. Et souvent, ça envoie un message au tiers, c'est-à-dire que sur votre site web, par exemple, vous pouvez mettre le MC après votre nom et ça envoie encore un message dissuasif que vous revendiquez des droits à titre de marque de commerce sur cette marque-là sans nécessairement l'avoir enregistrée. Le R, par contre, qu'on est souvent habitué de voir dans un cercle pour Registered, ou son équivalent francophone qui est moins connu, qui est MD, qui veut dire marque déposée. Déposer au sens de la loi, ça veut dire enregistrer. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, malheureusement? On dit souvent déposer une demande d'enregistrement, mais marque déposée, c'est l'équivalent de marque enregistrée. Et ça, on ne doit les utiliser que pour les marques enregistrées. Ceci dit, au Canada, il n'y a pas de sanction à se tromper dans les symboles, mais si on va aux États-Unis, si on va en Angleterre, il peut y avoir des conséquences. Alors, dans le doute, utilisez toujours MC et TM. Écoute, moi, je regarde ça. Est-ce qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre, en fait? Tout à fait. C'est sûr que quand on a une marque enregistrée, on le verra pourquoi tout à l'heure, c'est plus fort. C'est plus puissant, c'est plus fort. Voilà. Mais le MC et le TM est toujours adéquat et moi, j'invite tous les gens aujourd'hui à revoir leur site web, leur carte d'affaires, leur matériel promotionnel pour ajouter le petit MC et le TM tout de suite. Vous envoyez un signal, c'est une marque de commerce. Alors maintenant qu'on a défini ce que c'est une marque de commerce, j'aimerais un peu démystifier certains concepts parce que dans le fond, on parle du nom. Souvent, on a parlé de couleur, on a parlé de logo, mais souvent, le nom, on va confondre le nom commercial versus la marque. Alors, le nom commercial, et j'ai mis l'exemple de Quantum Jury Comptable à titre d'exemple simplement, c'est le Inc., là, c'est souvent l'entité juridique qui signe les contrats, les chèques, c'est ça le nom commercial. Et
c'est celui que vous allez inscrire souvent auprès du Registre des entreprises du Québec et, ou à Corporation Canada, si vous avez une corporation au niveau fédéral ou dans toute autre province, qui va être régie par des lois provinciales. Mais on désigne vraiment l'entité juridique. Et il faut savoir que le nom commercial, il n'est inscrit qu'au registre des entreprises du Québec. Vous n'apparaissez pas au registre des marques, qui est beaucoup plus large. En fait, il couvre le Canada. Et le fait que vous puissiez avoir un nom commercial ne signifie pas nécessairement que vous pouvez tout faire. Ça ne vous donne pas une carte blanche pour toutes les activités. Souvent, quand on inscrit un nom commercial ou on a une dénomination sociale, on s'est constitué une entreprise sous un nom, on va écrire au registre des entreprises, par exemple, un grand secteur d'activité dans lequel on va faire affaire. Mais c'est très, très large et ça ne couvre pas nécessairement tout ce que vous faites. Et si vous étendez cette gamme de produits et de services-là, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'empiéterez pas sur les droits de quelqu'un d'autre en élargissant votre gamme de produits et de services. Alors souvent, nous, ce qu'on voit malheureusement, c'est des gens qui se sont mis à offrir, je ne sais pas, moi par exemple, on fait du montage vidéo, c'est ce qu'on a écrit au REC, au Registre des entreprises, et soudainement, on se met à faire des formations en ligne. C'est pas inscrit qu'on fait des formations en ligne au Registre des entreprises. Et ce faisant, il y a déjà une entreprise qui fait des formations en ligne dans le même domaine que nous et qui a une marque de commerce. Et là, on reçoit une mise en demeure. Les gens vont nous dire, oui, mais c'était mon nom, je l'avais inscrit auprès du Registre des entreprises du Québec. Alors, faites attention, quand vous pensez élargir la gamme de produits et services initiaux, il faut s'interroger à savoir, est-ce qu'on n'empiète pas sur les droits de quelqu'un d'autre? Question à se rappeler. Et aussi, gardez à l'esprit que au registre des entreprises, on peut souvent inscrire différents noms. On a notre dénomination sociale, qui est le nom de notre compagnie, et on peut à la fin inscrire d'autres noms sous lesquels on fait affaire. C'est intéressant comme mécanisme parce que ça permet aux gens de vous trouver, c'est le but. Mais ça ne vous procure aucun droit, malheureusement. Souvent, les gens vont dire, oui, mais je l'ai inscrit, moi, auprès du registre des entreprises, donc ça m'appartient. Et la réponse, c'est non, il faut vérifier si la marque est disponible et on va revenir à ce concept de disponibilité-là dans quelques minutes. Maintenant qu'on a parlé du nom commercial, donc qui désigne la société elle-même, l'entreprise elle-même, parlons aussi du nom de domaine. Encore une fois, bon, j'ai donné l'exemple milanconception.com à titre d'exemple. Souvent, les gens disent hey, « c'est mon nom de domaine », puis l'autre, il s'est mis à utiliser un nom similaire. Gardez à l'esprit qu'en matière de nom de domaine, ça ne vous procure aucun droit. C'est premier arrivé, premier servi. Oui, et puis là, à ce moment-là, il y a des registraires externes voilà. aussi qu'il faut consulter. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a zéro vérification qui est faite. Si le nom de domaine est disponible, vous payez, vous êtes titulaire du nom de domaine. Est-ce que ça vous donne le droit d'utiliser ce nom-là? La réponse, c'est non. Ce n'est pas suffisant. Et encore une fois, on va voir comment... Mais en matière de web, souvent, les suffixes, tu peux avoir .com, .ca, maintenant .net, donc, quelqu'un pourrait posséder un .com avec, et toi, tu pourrais acheter le .net avec le même nom. Voilà. Et à ce moment-là, fonctionner sous le même nom. C'est ce que je comprends. Et celui qui aura le droit de l'utiliser, ça va dépendre, premièrement, on va le voir tout à l'heure, il faut être dans le même secteur d'activité. Et celui qui aura le droit de l'utiliser, c'est celui qui aura les droits sur le nom lui-même, pas le nom de domaine. Ce qui est important, juste un petit aparté pour le nom de domaine, assurez-vous qu'il est au nom de votre entreprise et non pas, ça aussi c'est un petit truc, là, pas au nom d'un employé, pas au nom de votre fournisseur web, parce que souvent les gens confient ça à l'externe, puis c'est correct, on est expert dans notre domaine. Puis et combien de fois on est obligé de rapatrier les noms de domaine parce que ça a été mal enregistré au départ et c'est compliqué, les mesures de sécurité maintenant sont beaucoup plus grandes pour pouvoir rapatrier ces noms-là. Ça peut vraiment venir compliquer une transaction
transactions de financement, de vente d'entreprise. Imaginez si c'est au nom d'un employé puis il est décédé ou il ne travaille plus pour vous puis il n'est pas parti en bon terme. Ça peut causer beaucoup de problèmes. Alors, vous assurez, un petit devoir pour vous en fin de présentation, peut-être pas avec le soleil, là, on comprend que vous pouvez faire ça plus tard. Mais moi, je peux te dire qu'en tant que personne de communication, combien de fois dans les entreprises, j'ai été obligée de récupérer des noms de domaine d'une employée qui est partie il y a 6 ans. Voilà. Et là, le registraire, ça crée beaucoup d'incertitudes. Tout à fait. Alors maintenant, on a démystifié le nom commercial qui désigne l'entreprise qui signe les chèques, les contrats, la marque de commerce qui désigne les produits et les services que vous offrez sur le marché. Et on a vu que le nom de domaine, dans le fond, c'est une adresse où on va vous retrouver sur le web. Revenons à la marque de commerce, puisque c'est le propos essentiel d'aujourd'hui, et démystifions un petit peu ce qu'elle est, bon, sachant que ça peut être un nom, un logo, un slogan, mais je vais vous donner quelques notions essentielles à retenir. Tout d'abord, idéalement, il faut choisir une marque qui, nous, dans notre jargon, on appelle distinctif. Une marque qui a un caractère distinctif important. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une marque qui est originale. Plus elle sera originale, plus votre portée de protection va être grande, plus les dents que vous allez pouvoir montrer face à des tiers qui s'en approcheraient vont être puissantes. Alors, on les catégorise en 4 grandes classes, si on veut. Les mots inventés, vous allez à l'écran, vous voyez 2 catégories en vert. Évidemment, plus on va être dans le vert, plus ça va être puissant comme marque. Un mot inventé, c'est par exemple Pepsi. Hein, quand on a mis Pepsi sur le marché, ça désignait rien. Oreo, Kodak à l'époque. Ben, il faut expliquer à notre consommateur qu'est-ce qu'on fait, mais une fois qu'on l'a fait, c'est sûr qu'au niveau marketing, il y a un investissement plus grand à faire dès le départ, mais une fois qu'on l'a fait, c'est des marques très, très puissantes parce que celui qui voudrait s'en approcher, puisque c'est un mot inventé, ben, il va falloir... C'est plus facile à démontrer que ça nous appartient. Tout à fait. Et la deuxième catégorie, ce sont des marques arbitraires, c'est-à-dire des marques, c'est des mots du dictionnaire. Des fois, les gens disent, Joanne, ça s'enrichit pas le mot du dictionnaire. Tout à fait. Il y a plein de marques qui sont des mots du dictionnaire. Mais quand vous les utilisez avec quelque chose qui n'a pas du tout rapport avec ce que vous faites, bien, c'est très puissant. Pensez à Apple pour des ordinateurs. Bien sûr. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus pour illustrer cette catégorie-là. Mais si je vais dans le suggestif, et malheureusement, c'est 80% des marques sur le marché. Grosso modo, puisque souvent on veut dire tout de suite à notre consommateur qu'est-ce qu'on fait. Alors, on va adopter des marques qui vont combiner des syllabes pour vouloir suggérer quelque chose. Je pense à Uzi Home pour l'usinage de maison, Club Piscine, Caltech. Alors, on est beaucoup de monde à vouloir dire souvent la même chose dans un secteur d'activité et ça veut dire qu'on va devoir coexister avec d'autres en autant qu'on a des particularités distinctes au sein de notre marque. C'est des marques intéressantes au niveau marketing, mais aussi en droit. C'est juste que notre portée de protection, elle va être un peu moindre que les marques des catégories en vert. Et la dernière catégorie, la marque descriptive à éviter. Vous savez, pour bien l'expliquer, je vais revenir à la définition d'une marque de commerce. Une marque de commerce, c'est un monopole qu'on va vous octroyer sur un mot. Et on ne vous permettra pas, un mot, un logo, un slogan, mais on ne vous permettra pas de monopoliser des mots que vos compétiteurs devraient pouvoir utiliser. Alors, par exemple, j'ai déjà un client qui était venu me voir pour enregistrer boutique cadeau, mais appelé de façon très, très... Boutique cadeau. Boutique cadeau pour une boutique de cadeaux, oui, bien sûr. Mais B-O-U-T-I-K-C-A-D-O, en tout cas, de façon très... Bien, vous comprendrez que phonétiquement, vous aurez beau l'épeler comme vous voulez, c'est une boutique de cadeaux. Donc, le registraire ne permettra pas le monopole là-dessus. Vous pouvez l'utiliser. Mais si quelqu'un s'approche avec une variante légèrement différente, vous allez avoir la difficulté. À ce moment-là, un changement au niveau de l'orthographe, mais la même prononciation, mais on n'a plus de protection. Où elle est très, très, très limitée à l'identique. Et il y a des marques carrément pas enregistrables. Je donne des formations, notamment à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis je vois souvent la maison de la bière et du vin quand je me rends là-bas. Ben, oui. Il va en avoir plusieurs maisons de la bière et du vin. De plus en plus au Québec. Voilà. Donc,
encore, ben, un exemple qui a fait jurisprudence, le massif de Charlevoix versus le massif du Sud. Le massif, ça veut dire une montagne. Alors, la Cour est venue dire, ben, vous ne pouvez pas monopoliser, vous, Charlevoix, même si vous êtes connu beaucoup, vous ne pouvez pas empêcher le massif du Sud, de l'autre côté du fleuve, d'utiliser massif, parce que massif, c'est une montagne. Fait un est à Charlevoix, puis l'autre du Sud, en référence à la côte du Sud, et les deux doivent coexister. Rapidement, une étude qui a démontré que les marques fortes, on recense une centaine de marques par année qui sont les plus fortes, et on voit qu'en période, si on le compare à l'indice boursier international, le MSCI, on voit qu'en période de crise, par exemple, vers 2007-2008, les marques fortes se sont mieux comportées que l'indice boursier mondial, et en période de croissance, bien, là aussi, là, c'est la ligne en rouge, elle se comporte encore mieux que l'indice boursier mondial. Donc, plus vos marques seront fortes, plus vous aurez une portée de protection intéressante. Maintenant, d'autres notions essentielles, je vous ai parlé tout à l'heure de disponibilité, de vous assurer quand vous commencez à utiliser une marque de commerce, que vous commenciez ou que vous utilisiez déjà une marque, mais pour des produits et services différents, est-ce qu'on peut l'utiliser? Il y a une vérification de disponibilité qu'on appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vulgarise, évidemment, mais on va venir évaluer le risque de confusion, parce qu'on va se placer dans les souliers du consommateur moyen qui est habitué de voir une marque sur le marché et qui en voit une autre. Est-ce qu'il risque de penser que c'est le premier qui a une nouvelle marque ou il y a une mémoire imparfaite là, de la première marque? Il pense que c'est celle-là. Alors, je donne souvent l'exemple de Millennium. Millennium, il y a, je pense, des portes et fenêtres, des services comptables, des services de télécommunications. Alors, vous, comme consommateur moyen qui est habitué de voir Millennium pour des portes et fenêtres, quand vous voyez un bureau de comptable s'appeler Millennium, est-ce que vous allez penser que le fabricant de portes et fenêtres s'est mis à faire des services comptables? La réponse, c'est non. Mais si, par exemple, vous êtes habitué de voir des portes et fenêtres et qu'après, vous voyez de la quincaillerie de portes, bien là, vous allez penser, puis ça pourrait être milléniaux. Disons que c'est une ambiguïté qui favorise le nouveau joueur, mais qui porte atteinte possiblement à l'ancien joueur. Et dans ce cas-là, c'est définitivement à l'ancien joueur qui pourrait faire valoir ses droits. Alors, on va regarder, c'est pas juste à l'identique, c'est le point important à se rappeler. J'ai donné Millennium pour portes et fenêtres, et admettons qu'il y a de la quincaillerie de portes ou des moustiquaires pour des fenêtres qui s'appelleraient milléniaux ou Nilepium. Ça serait déjà trop proche. On va évaluer la ressemblance visuelle, phonétique dans l'idée suggérée et en tenant compte évidemment du registre des marques et du marché. Et là, vous aurez compris, si je reviens aux catégories tout à l'heure en vert, bien, plus on va être en vert, moins il va y avoir de monde autour de nous. Puis si on est dans le jaune du suggestif, bien là, il va en avoir plusieurs. Puis là, on va dire, oh, OK, mais il coexiste déjà avec un tel et un tel, je peux peut-être me faufiler. Alors, il faut évaluer ça et c'est très, très, très discrétionnaire comme exercice. Mais évidemment, la loi et la jurisprudence nous donnent des guides pour bien évaluer ça. Alors, on va regarder donc si notre marque est disponible en tenant compte de la ressemblance visuelle, phonétique, dans l'idée suggérée. Alors, oubliez l'idée que moi, je l'écris différemment de l'autre, c'est pas suffisant comme excuse. Et on va tenir compte de l'état du registre. Mais on va regarder aussi au niveau territorial, parce qu'on parle d'exportation, il faut garder à l'esprit que les marques, c'est territorial en termes de portée de protection. Si j'ai une marque au Canada, ça ne veut pas dire que je peux l'utiliser aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que je peux aller dans l'Union européenne avec cette marque-là. Et c'est trop souvent le cas qui se retrouve devant nous. Et c'est pour ça qu'on essaie de donner des outils aux entrepreneurs avant qu'ils se mettent à exporter. C'est-à-dire qu'on est excité, on a un potentiel de contrat important avec la France, par exemple. Et on signe le contrat, on lance nos services là-bas. Et tout à coup, on reçoit une mise en demeure. Il y a déjà une entreprise qui a une marque avec des produits et services similaires.
avec une marque similaire et on viole les droits de cette entreprise-là. Alors, il faut se poser la question, j'ai mes droits au Canada, puis on verra la portée de ces droits-là. Est-ce que je peux utiliser cette marque-là à l'étranger? Et moi, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce qu'on parle de droits nationaux, donc au niveau du Canada? Donc, si j'enregistre une marque, que je le fasse au Québec ou en Ontario ou à Vancouver, elle va être bonne pour l'ensemble du Canada? C'est une très bonne question et ça me permet tout de suite de préciser que quand on a une marque enregistrée, parce que vous aurez compris qu'il y a des avantages à enregistrer une marque. Donc, quand on a une marque enregistrée, oui, ça nous donne un droit pan-canadien. Même chose pour les États-Unis. On enregistre une marque aux États-Unis, on peut l'utiliser à travers les États-Unis. Par contre, je devance un peu, mais c'est tout à fait pertinent dans le cadre de la question, l'excellente question que tu soulèves, Anne-Marie. Si on a des activités au Canada et aux États-Unis, nous sommes des pays qui reconnaissent des droits aux premiers utilisateurs. Donc, je ne suis pas obligée d'enregistrer ma marque. On va me donner des droits, mais les droits vont être limités dans le territoire où j'utilise ma marque. Alors, si je fais affaire dans la grande région de Montréal, par exemple, je ne pourrais pas empêcher quelqu'un d'utiliser une marque similaire en Ontario. Et là, j'imagine, donc, ça veut dire qu'il y a des preuves de territoire qui doivent être faites à ce moment-là. Donc, voilà. OK, ben écoute, je vais te laisser aborder ça un petit peu plus tard. Mais je pense que c'est tout à fait pertinent et je me souviens, il y a plusieurs années, dans une autre vie, il y a un litige duquel je m'étais occupée avec les avocats de mon équipe à l'époque. C'est Linen Chest n'avait pas de marque enregistrée et il avait poussé un Linen Depot au marché central. Du fait que la marque elle était connue au Québec, on avait pu faire fermer Linen Depot au Québec, mais pas en Ontario. Alors, évidemment, après, vous aurez compris qu'ils ont déposé une marque. Bien sûr. Mais là, il y avait toujours dommageant. Il faut toujours avoir la leçon quelquefois avant de voilà. parer les coups. Voilà. Donc, on parle de territoire, puis on va revenir tout à l'heure. Vérifier si la marque est disponible dans notre territoire. Vérifier si on diversifie nos produits et services. Et c'est sûr qu'il y a des coûts pour ces recherches-là. Mais moi, je vous dis toujours, l'évaluer en fonction du risque de vous voir poursuivre parce que vous auriez violé les droits de tiers ou les coûts pour devoir changer de marque. Oui. Une vérification de disponibilité, il y a deux types de recherches, là, mais on peut faire une recherche phonétique au registre des marques à peu près 500 $. On peut faire une recherche complète qui va couvrir les marques en usage qu'on va pouvoir recenser, parce que vous avez compris, on a des droits dans l'usage au Canada et aux États-Unis. Je vais revenir aux autres pays tout à l'heure. Donc, on va regarder les noms commerciaux, les marques enregistrées et cette recherche-là, évidemment, elle est plus dispendieuse, mais on parle d'à peu près 1 300 $ avec une opinion. Mais vous aurez compris que ça vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Bien sûr, puis je pense que dans le cas de PME ou d'entreprises qui sont en croissance, c'est des choses qui peuvent se faire par étapes, selon ton marché, évidemment. Puis on va poser la question, premièrement, quelle est la marque? Puis on va faire des recommandations sur le type de marque. Et si ça fait longtemps qu'on l'utilise, ben, puis que personne ne s'est manifesté, il n'y a pas besoin de faire de recherche de disponibilité. C'est quand on varie nos activités qu'il faut être prudent. J'enchaîne sur, rapidement, une étude, parce qu'on parle beaucoup d'innovation et on parle beaucoup, évidemment, de brevets dans le cadre de l'innovation. Puis une étude qui est récente, qui a été faite et qui démontre que les entreprises innovantes ont un portefeuille de marque intéressant et que c'est un des signes d'innovation, justement. Alors, souvent, on l'a mesuré avec le brevet, mais l'innovation, c'est aussi comment vous faites connaître sur le marché. Alors, j'arrive... Et excuse-moi, l'un n'est pas dépendant de l'autre. Hein? Pour les besoins des gens qui nous écoutent, là, brevet, marque de commerce, c'est des choses complètement différentes. Complètement différentes. Mais il y a une valeur d'entreprise reliée à la marque de commerce. Tout à fait. Ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation. Oui. Alors, toujours dans les notions essentielles, puisqu'on parle d'exportation. Protection en titre de marque de commerce, donc Canada, États-Unis,
je vous en ai parlé tout à l'heure, on est des pays où on reconnaît les droits dans l'usage, c'est-à-dire que vous allez avoir, même si la marque n'est pas enregistrée, vous allez avoir une portée de protection dans le territoire dans lequel vous utilisez la marque. Ça va être limité à ce territoire-là, mais ça existe, elle est là. Donc, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. À l'étranger, à peu près 99% des autres pays. Il peut y avoir des nuances, mais évidemment, je le vulgarise. À l'étranger, c'est le premier qui dépose qui a des droits. Alors, si j'ai un contrat en France et je n'enregistre pas ma marque en France parce que j'en ai pas besoin, excusez-moi, parce que j'en ai pas besoin, désolée, je peux très bien faire affaire en France, puis meilleur scénario, je n'enfreins pas les droits de tiers, mais par la suite, il y a quelqu'un qui dépose la marque en France. Bien, le fait que je ne l'ai pas enregistré, je ne pourrais pas me fier sur l'usage que j'ai fait comme je peux le faire au Canada. Alors, il faut être prudent quand on va à l'étranger. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de protéger là-bas? Quel est le mode d'acquisition de droits dans ce pays-là? Et quand on parle de Canada, États-Unis, l'étranger en général, mais parlons d'Internet, parce qu'on a des entreprises qui offrent des services en ligne et on a des produits, et on a des entreprises qui sont qu'en ligne. Et souvent, la question que j'ai, c'est bien, comment je protège quand je suis sur Internet? Est-ce que je les pose dans tous les pays? Vous aurez compris que c'est impossible à faire, à moins d'avoir des ressources illimitées, mais bon, on ne serait pas là à s'en parler aujourd'hui. Alors, comment on le détermine? Bien, on va surveiller d'où viennent nos demandes d'information, d'où viennent nos ventes. Et pour les pays où on voit que ça lève, s'interroger sur le mode d'acquisition. Je vais vous donner un exemple. On a un client qui vend qu'en ligne et l'Internet a plein de surprises. Et un jour, m'appelle en me disant, Joanne, je ne sais pas ce qui se passe en Afrique du Sud. Jamais on n'aurait cru que ça aurait levé là-bas. Mais voilà. Puis la protection de l'Afrique du Sud, elle est peu chère. Alors, on ne tarde pas. On obtient l'enregistrement parce qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre par la suite le fasse avec une marque similaire, pas nécessairement la marque à l'identique, et nous empêche du fait qu'eux auraient enregistré la marque de continuer d'utiliser la nôtre. Alors, il faut se poser la question d'où protéger. Bien, dans les marchés courants, vérifier les opportunités pour les futurs marchés et évaluer le coût d'enregistrement versus le coût de ne pas pouvoir employer sa marque dans un pays. Vous savez, la règle de pouce, là, en termes de coût, bon, au Canada, c'est en bas de 2000 $. Je parle avec l'assistance de juristes, là, parce qu'il y a beaucoup de notions juridiques et il faut être prudent, là, quant à faire cet exercice-là soi-même en ligne. Canada, c'est en bas de 2000 $. Les États-Unis, c'est à peu près 3000 $ canadiens. Union européenne, c'est à peu près 4000. Brésil, bon, c'est pas mal cher, puis ça prend 7 ans. Oh mon Dieu! Oui, parce que la durée du processus, puis les coûts que je vous nomme, c'est pas d'un seul coup. Souvent, c'est sur 2 ans. Alors, il faut évaluer le coût. Puis la règle de pouce à laquelle je faisais référence, c'est 3000 $ à peu près par pays. Il y a des pays, c'est beaucoup moindre, mais je donne une moyenne. Il y en a que c'est 5000. Donc, le coût de pouvoir, le coût que ça nous d'enregistrement versus le coût de ne pas pouvoir employer sa marque dans un pays, le coût de ne pas pouvoir prendre l'expansion au Canada ou aux États-Unis si notre marque n'est pas enregistrée. Parce que je dis souvent, on parle d'exportation, mais des fois, l'étranger, c'est juste en dehors de notre territoire. C'est d'une province à l'autre. Hein? Voilà. Et là aussi, j'aime illustrer avec des exemples. On a une belle société de Québec qui vraiment, là, depuis de nombreuses années, qui utilisait sa marque, ne l'avait pas enregistrée, qui a été approché par un acheteur potentiel. Lui, ses plans, c'était de prendre l'expansion. Et le plan d'expansion, il avait déjà identifié des baux, des locaux et regardait pour des baux. À Montréal, je pense que c'était Shawinigan, Sherbrooke, Laval, en tout cas, il voyait grand. Et finalement, comme la marque n'était pas enregistrée, on s'est assuré qu'on pouvait l'utiliser en dehors de la grande région de Québec où elle était connue, mais pas enregistrée. Et malheureusement, il y avait déjà plein de marques similaires. Alors, vous aurez compris que du fait que la marque n'était pas enregistrée, ça met un frein quand même au développement. On doit repenser toute notre stratégie. Et dans ce cas-là, on parlait d'acquisition d'entreprise. C'était la marque principale de l'entreprise. Fait que le prix de vente... Fait que l'étranger, là,
Des fois, c'est juste en dehors de notre territoire de vente habituel. Donc, le coût de ne pas pouvoir prendre l'expansion, le coût de devoir changer de marque. Et si on fait fabriquer à l'étranger, un petit truc, s'interroger sur nos pays de fabrication. Pourquoi? Parce que dans certains pays d'Asie, mais aussi d'Amérique du Sud, on va enregistrer de façon défensive. Parce que ce qu'on voit depuis plusieurs années poindre comme phénomène, c'est je fais fabriquer en Chine pour nommer la Chine, mais ça ne vise pas que la Chine. Alors, je fais fabriquer en Chine, mais je n'ai pas l'intention de vendre là-bas, donc j'enregistre pas de marque là-bas. Mais un tiers le fait, c'est souvent l'oncle de, bon, enregistre la marque, l'enregistre auprès des autorités douanières et bloque nos propres marchandises à la frontière avec notre marque dessus. Et vous comprendrez, puis on a un client qui malheureusement ne nous avait pas informé du fait qu'il avait commencé à faire vendre certaines de ses pièces là-bas. Et vous aurez compris, un enregistrement en Chine, c'est à peu près 2000 $ canadiens. Bien, le coût de la négociation pour faire sortir ces 4 conteneurs de casse de moto, là, ont été pas mal plus cher que 2000 $. Alors, mais je pensais que tu nous aurais peut-être parlé du fait que, justement, enregistrer ces marques aussi, quand on fait fabriquer à l'étranger, bon, on a moins de contrôle. Évidemment, le processus de production nous est connu, mais je pensais à tout le volet copie, en fait, aussi, qui peut survenir, j'imagine. Ah, tout à fait. Là, on peut intervenir, mais souvent, l'intérêt, comme ce n'est pas un pays dans lequel on vend, on ne pense pas intervenir contre un tiers. C'est surtout pour empêcher ce mécanisme-là. C'est pour ça que le dernier exemple que j'indique, c'est pays de fabrication pour l'importation. Là, vous aurez compris qu'on parle d'enregistrement dans différents pays, puis on n'est pas toujours et bien souvent pas les moyens d'enregistrer partout. Alors, un petit truc à utiliser dès aujourd'hui. Vous avez sans doute, la plupart d'entre vous, déjà des ententes de confidentialité ou de non-divulgation. Faire ajouter une petite clause par laquelle, et ça, à moins de parler à des juristes en marque, même des fois mes associés en commercial, j'ai chicane parce qu'ils l'oublient. On leur dit, hey, les marques, les marques. Alors, une entente... Là, c'est le petit paragraphe là, que tu nous montres voilà. Ici. Là. Et que veut-il dire? En fait, on fait prendre l'engagement à celui avec qui on discute, notre distributeur potentiel, notre partenaire potentiel, notre acheteur potentiel, où on lui fait prendre l'engagement de ne pas enregistrer la marque dans son pays. Et encore une fois, un exemple pour illustrer le propos, on a des discussions avec un distributeur mexicain potentiel, les discussions achats, et lui, il enregistre la marque, puis après, on a beau se tourner vers un autre distributeur, on ne peut pas utiliser notre marque dans ça, c'est une mesure préventive, en fait, que tu nous proposes ici. Voilà, qui ne coûte rien, qui vous permet, évidemment, là, c'est pas en béton armé, hein, c'est juste pour dissuader le tiers, lui faire prendre conscience que la marque vous appartient et qu'il ne devrait pas l'enregistrer dans son pays, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, 99% des pays sont des pays first to file. Les droits sont acquis par le premier déposant. Alors, le fait de le mettre par écrit peut avoir un impact dissuasif et des fois, ça informe aussi, parce que c'est pas toujours de la mauvaise foi. Hein, les gens, des fois, ils veulent juste bien faire. Quoique quand tu négocies que la personne se retourne et va enregistrer une marque similaire, ben, un distributeur potentiel, des fois, il pense que c'est une distribution exclusive, puis il est excité, puis il veut la protection dans son pays. On l'a vu, je vous assure, c'est pas toujours de la mauvaise foi. Donc, on tient ce bon conseil-là. Voilà. Donc, 2 petits trucs pour terminer. Tout n'a pas besoin d'être enregistré. On a à s'interroger sur qu'est-ce qu'on doit protéger et on va généralement privilégier le premier niveau que vous voyez à l'écran, ce qu'on appelle nominal, c'est-à-dire les mots seulement. Peu importe le logo que vous utilisez, c'est le nom qui compte bien souvent. À moins de devoir développer un swoosh comme Nike puis qu'on reconnaît, là, ça peut valoir la peine de protéger le logo, mais d'abord, le mot, quand c'est possible, il peut y avoir des contraintes, mais ça va vous protéger, peu importe le logo que vous utilisez, s'il change, on sait qu'en marketing, souvent on revente les logos après quelques temps. Donc, la portée de protection la plus large, le mot ou les mots seulement. Ensuite, si le logo est intéressant, quand je dis intéressant, ce n'est pas le fait de le mettre dans un carré ou qu'il y ait une police de caractère distincte qui va nécessairement rendre le logo intéressant. Il faut se poser la question, est-ce que je veux investir là-dedans? Moi, si on parle d'exportation, je pense qu'on est mieux de protéger notre marque nominale, le mot ou les mots, dans plus de juridictions que de vouloir tout protéger
le mot, le logo. Bien sûr, bien sûr. Et pour illustrer encore une fois le propos, la marque nominale, pour moi, c'est les fondations de la maison. Ensuite, on monte les murs avec le logo s'il y a de la belle peinture sur les murs. Si vraiment il y a des éléments figuratifs qui valent la peine d'être protégés, et on va aller chercher la protection en noir et blanc, c'est-à-dire que c'est toutes les variantes de couleurs qui vont être protégées. Et en troisième niveau, ce ne sont pas des niveaux qui se remplacent, c'est complémentaire l'un à l'autre. En troisième niveau, mais on va le recommander seulement lorsque le logo est un véhicule corporatif important. On va aussi revendiquer des couleurs comme le rouge de CGI ou le vert de Desjardins ou le brun de UPS. Alors, tout n'a pas besoin d'être protégé. Il faut s'interroger à savoir où on protège. Et dernier point, puisque le temps file à vive allure, quand on a un nom commercial qui est notre nom de famille, puis souvent quand on parle d'une entreprise, ben, on a la fierté de notre patronyme, de peut-être le savoir-faire qui nous a été transmis, c'est bien, mais il faut savoir que comme on ne peut pas, sauf exception, monopoliser un nom de famille, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre qui a le même patronyme de l'utiliser, ben, il va falloir coexister avec des compétiteurs qui ont le même nom de famille potentiellement. Et il y a des exceptions. Exemple, mais c'est des exceptions il y a eu tellement d'usage que ça a perdu son sens de marque de commerce, de nom de famille. Trudeau pour des tire-bouchons. Quand on voit un tire-bouchon, on ne pense pas qu'il y avait un monsieur Trudeau. On pense que c'est une marque de tire-bouchon. Alors, c'est des marques qui s'acquièrent, mais de par l'usage. Fait que souvent, au début, on a notre entreprise et qu'on lui donne notre patronyme, il faut s'attendre à coexister avec des tiers. Et parfois, ben, si on vend l'entreprise, il y a un achalandage lié au nom qui peut exiger par la suite que vous n'utilisez pas votre nom dans certains secteurs. Et donc, limiter. J'imagine que, écoute, traditionnellement au Québec, l'utilisation des patronymes est très forte. Oui. On a beaucoup d'exemples autour de nous. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit s'estomper un peu aujourd'hui ou c'est encore très présent? C'est présent, mais plus les gens réalisent qu'ils veulent aller à l'international ou plus ils veulent s'armer ou s'outiller plutôt de droit, ben ils vont se distancer un petit peu. Puis souvent, ce qu'on va recommander, c'est de ne pas dire de tout changer du jour au lendemain, mais on peut avoir notre patronyme qui devient notre marque de commerce, une transition, puis on va ajouter un logo distinctif, puis peut-être un petit mot. Pour éviter de devoir faire comme ce qu'on voit à l'écran, Chocolat Meunier, là, c'est une affiche qu'on voit souvent quand on va en France, ben, ils ont été obligés de mettre « éviter les contrefaçons ». Alors, Meunier, c'est un nom de famille en France. Et il faisait des très bons chocolats. Et tout le monde, bon, il y a des gens qui s'approchaient ou qui disaient, ben moi aussi, je vais faire des chocolats Meunier parce que je m'appelle Meunier. Puis, il est obligé d'indiquer éviter des contrefaçons. Donc, on veut éviter de se ramasser dans une situation où on va devoir coexister avec d'autres de notre domaine. Et dernier exemple aussi, qui peut être fâcheux, c'est qu'on peut avoir notre nom de famille bien connu dans notre domaine, puis il y en a un autre qui est dans un domaine similaire, puis on ne peut pas l'empêcher, et lui, il fait faillite. Puis c'est arrivé à un de nos clients, ben là, il faut gérer la faillite de l'autre. C'est même pas la nôtre, mais les gens pensent qu'on a un lien, puis il faut expliquer, puis faire une campagne pour bien se positionner sur le marché par rapport au tiers. Alors, c'est beaucoup d'informations. Je suis convaincue qu'on a quelques questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, écoute, Joanne, c'est vraiment intéressant. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une disparité. C'est-à-dire, sur le marché nord-américain, on a des similitudes avec les États-Unis, mais il y a quand même une disparité importante entre les pays. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, parce que aussi au Québec, je pense qu'on a beaucoup d'entreprises qui se dirigent vers l'Europe, qui sont déjà présentes. Est-ce qu'on peut parler avec l'Union européenne d'une certaine unicité dans l'application au niveau des marques de commerce? Excellente question. Il y a le régime de l'Union européenne où on peut obtenir une protection qui va couvrir les 28 États membres. Bientôt 27, mais 28 États membres. Ce qui est particulier, par contre, c'est que on a ce régime-là, donc le 4 500 $ canadiens auquel je faisais référence, je crois, tout à l'heure, pour obtenir un enregistrement dans les 28 États membres, c'est très intéressant, ça nous donne la protection. Par contre, il s'agit qu'il y ait un Espagnol qui ait un enregistrement en Espagne parce que les registres nationaux continuent de coexister. Okay. Donc, il pourrait s'opposer à notre marque
de l'Union européenne. Alors, si on identifie qu'on a un Allemand, puis que ce n'est pas l'Allemagne, notre juridiction, qui a une marque similaire, on peut très bien déposer en France, en Belgique, là où on veut aller. Mais souvent, on va privilégier, évidemment, puisqu'on peut obtenir une protection dans les 28 États membres, on va privilégier déjà d'obtenir une protection dans l'Union européenne, à moins d'avoir identifié des enjeux dans certains pays spécifiques. Je pense que la question des coûts, je pense que tu l'as abordé, c'est très disparate. Donc, je pense que c'est vraiment quand on entre dans le processus qu'on peut véritablement évaluer les coûts finaux pour notre entreprise en somme, parce qu'on regarde les marchés. Voilà. Là, bien, ce que moi, j'invite les gens à faire, c'est que quand vous faites votre plan d'affaires, vous posez la question de savoir où vous allez être dans 3, 4, 5 ans. Moi, je dis rêvez, là. Pensez 5 ans. 5 ans où vous pensez être. Et informez-vous des coûts pour voir, pour prévoir, pour budgéter, pour voir, OK, bon, Émirats arabes, c'est faramineux les coûts. Alors, on a besoin d'avoir pas mal de ventes ou un potentiel très, très significatif avant de dépenser à peu près 10 000 pour les Émirats arabes. Par contre, pour la Chine, si je fais fabriquer en Chine et que ça me coûte juste 2 000 pour éviter que mes marchandises soient bloquées à la frontière, c'est un no-brainer. Ouais. Alors, il faut, mais renseignez-vous d'abord et pensez à 5 ans, 3 à 5 ans. Et vous pourrez ensuite prendre des décisions. Ce sont des choses qu'on devrait inclure effectivement dans notre plan d'affaires, puis y penser. Le temps file. Joanne, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Je pense que ça démontre que toute cette question-là, on pense exportation, on a parlé d'exportation, marque de commerce, mais tout simplement, là, dans notre environnement, il y a des choses à penser, il y a des choses à planifier. Donc, on vous remercie. Je te remercie beaucoup, Joanne. On vous remercie d'avoir été avec nous. Et on vous rappelle que ce webinaire, vous pouvez le revoir, vous pourrez le diffuser sur la page d'inscription même du webinaire sur le site d'Innocente. On vous remercie d'avoir été avec nous. Joanne Auger de BCF, merci beaucoup, Joanne. Merci. Ça a été très éclairant. Alors, si les gens ont des questions, mes coordonnées sont à la fin. Ils oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez communiquer avec nous. On va vous mettre en contact avec Joanne. Donc, merci beaucoup et on vous souhaite un bon après-midi. Un bon été. Un bon été, oui.